Aujourd'hui, dans le métier de prof, on est très tenté, on est très invité, on est très incité à utiliser des outils. Et là, c'est plutôt un ouvrage pour penser. C'est pas un ouvrage de divertissement, c'est un ouvrage de recherche, de travail, de recherche. Mon vœu, ce serait que tous les profs puissent lire ce livre et s'en faire une idée et prolonger leur pensée, mais je ne suis pas certain que ce soit possible en l'état des choses. Donc la cible, c'est plutôt toutes les personnes qui seraient en recherche de comprendre ce qui ne va pas à l'école, qui seraient dans une envie de penser les choses autour de l'école. Donc ça peut être les profs, mais certains profs, peut-être pas tous, n'ont pas cette envie, n'ont pas ce besoin. Ça peut être les parents, ceux qui se posent des questions là-dessus, les décideurs aussi, les personnes qui ont du pouvoir sur les transformations possibles de l'école. Bonjour, je m'appelle Laurent Laprie et je suis professeur de lycée et formateur. Je m'appelle Michel Breut, je suis psychologue de l'éducation, formateur en formation continue des enseignants et désormais retraité. Secret d'école. Nous allons découvrir dans ce podcast en 5 épisodes le fruit de plusieurs décennies de travail, d'observation et d'analyse du système d'apprentissage de la petite école à l'université en France. Un état des lieux critique de l'éducation en 2026 et la proposition de solutions. Michel Breut s'est interrogé sur les pratiques pédagogiques et le système éducatif. Dans son livre Secret d'école, édité chez L'Harmattan, l'auteur présente la possibilité d'une nouvelle école qui considère l'universalité du processus d'apprentissage. Avec l'aide de Laurent Laprie, Michel Breut propose une éducation fondée sur la créativité et la coopération pour échapper à la soumission, à la dépendance et à l'assistance. Dans ce premier épisode, illustré par le témoignage d'Emma et sa révélation sur les tables de multiplication durant sa terminale, Michel Breut et Laurent Laprie nous parlent de leur expérience et de leur collaboration. Moi, j'ai commencé à former les professeurs en 1990. Nous avons commencé par faire des expériences pédagogiques. J'étais à Nantes à l'époque. Il y avait des élèves qui décrochaient du collège. Et les éducateurs du quartier avaient de grosses difficultés avec ces élèves qui avaient 14, 15 ans et qui devaient donc être au collège, mais qui n'y venaient pas. Et on ne savait pas quoi faire de ces élèves-là. Donc ça a commencé comme ça. On a commencé par faire des stages de rupture. On partait avec ces élèves-là à la campagne pendant une semaine. Les professeurs venaient faire des cours. Les élèves, au cours de ces internats d'une semaine, étaient encadrés par un éducateur et moi-même. Et à partir de là, on a cherché à comprendre et à créer des pratiques qui allaient permettre à ces élèves-là de rester en classe et d'apprendre. Déjà, l'idée était là que s'ils décrochaient, c'est qu'ils n'apprenaient pas. Ils n'étaient pas en train d'apprendre. En fait, l'idée du bouquin, j'ai commencé à l'écrire en 2006. Mais nous avions créé suffisamment de connaissances sur les questions d'apprentissage, d'échecs, de comportements difficiles chez les élèves, de rapports de domination que nous avions repérés dans les classes, de manque d'envie de la part des élèves, de gros symptômes en fait, de non-apprentissage, d'ennui dans les classes. Nous avions créé à l'époque suffisamment de savoir pour qu'on puisse en faire la somme. J'ai donc commencé à écrire le livre en 2006. Avant, j'avais écrit des articles et nous avions, avec les collègues avec qui je travaillais, eux aussi avaient écrit des articles. Et moi, j'ai poursuivi ça. J'ai d'abord imaginé écrire avec les collègues avec qui je travaillais à Nantes à l'époque, et puis j'ai quitté Nantes. Et donc j'ai continué à travailler seul dans l'écriture. De manière surprenante, quand j'ai quitté Nantes, l'institution m'a offert aussi un mi-temps de formateur à Bordeaux. Et j'ai donc pu continuer à faire le travail avec les profs que j'avais déjà fait pendant, presque 20 ans à Nantes. Donc on s'est rencontrés au lycée Trégé à Bordeaux. Donc Michel était intervenu comme formateur. Il était arrivé un peu comme
j'allais dire, notre dernier espoir, parce que au lycée Trégé, s'était ouverte une formation de CAP, et on était en grande difficulté. J'ai le souvenir, avec les collègues, de ne plus savoir quoi faire avec ces jeunes. Démolis, sans un grand nombre de fondamentaux de l'école primaire, on savait plus quoi faire. J'ai rencontré Michel à cette occasion-là. Et donc on a commencé à travailler ensemble, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tout ça, mais quand les projets avec les classes se sont arrêtés, je me rappelle avoir dit à Michel qu'il devait écrire, en fait, justement, ce qu'il vient de présenter comme la somme de son savoir. Il y avait quelque chose qui était accumulé, qui était d'une grande richesse et d'un grand intérêt. Je me rappelle au départ, Michel m'avait envoyé un sommaire, quelques parties écrites, puis voilà, et moi je me suis intégré dans le rôle de relecteur, critique, dans le questionnement, et j'y ai fait mon propre apprentissage aussi, puisqu'en fait, Michel, pendant de nombreuses années, a travaillé comme formateur avec d'autres collègues, et donc ils ont construit beaucoup de choses que moi je n'avais pas forcément construites, donc j'ai dû construire aussi. Donc c'était très intéressant pour moi de mener ce travail en parallèle, voilà, de mon rôle de relecteur et... accompagnateur critique. Voilà, et libre surtout de... C'est la richesse de notre relation, c'est cette liberté de pouvoir se dire les choses tranquillement si on pense que c'est pas ok, que c'est pas clair, qu'on n'est pas d'accord. Voilà, on sait se le dire et ça nous permet d'avancer. J'ai le souvenir d'un échange avec Michel qui faisait suite à un échange avec mon inspecteur où j'avais essayé d'évoquer certaines questions au cœur de la pédagogie et j'avais senti que la discussion n'était pas possible. Et j'ai ce souvenir d'un échange avec Michel, être revenu vers Michel, lui avoir dit le mot de tabou en fait, lui avoir dit que le travail qu'on avait mené jusqu'à présent me paraissait être un tabou en fait puisqu'il ne pouvait pas être évoqué avec un représentant de l'institution. Et ce mot de tabou et de secret, il a fait l'objet de nombreux échanges entre nous parce qu'on n'était pas d'accord. Et Michel préférait le mot de secret. Oui. Enfin, le secret, il est tout simple. Le secret, c'est qu'on peut enseigner à des élèves sans savoir comment ils apprennent. Les enseignants sont formés à mettre en place des pratiques et qu'ils ont appris en tant qu'élèves et qu'ils vont réapprendre en tant que dans les IEFM, dans les instituts de formation de professeurs. Mais il y a une question qui va rester secrète. Mais que font les élèves de tout ça ? Est-ce qu'ils apprennent ? Mais que font-ils pour apprendre ? Bien ça, depuis toujours, ça reste une question qui n'est pas réellement posée, à laquelle l'institution ne propose pas une réponse dans son patrimoine de connaissances et de savoir. Oui, ça a bataillé. C'est pas mon ouvrage, et je revendique surtout pas ça, parce que la richesse du savoir qui est à l'intérieur, j'en ai profité, et j'ai pu peut-être le nourrir aussi, d'une certaine manière, mais il y a des inventions, il y a des découvertes dedans qui sont sa propriété, clairement. Et donc, il y a des moments où il a pu y avoir des désaccords, et ces désaccords nous mettaient, en fait, tous les deux au travail. Ça mettait Michel au travail dans une perspective de mieux se faire comprendre, peut-être, de reprendre l'expression de sa pensée, et moi, ça me mettait au travail pour essayer d'appréhender dans sa globalité, justement, le sujet qui était évoqué. En fait, l'histoire de ce livre, ça a toujours été un travail commun. Ça a toujours été avec les enseignants. Et j'ai commencé dès 1990. Je me souviens, la première équipe, il y avait 7 profs. Il y avait un principal du collège. Et avant, il y avait un autre principal qui sont toujours là dans mes relations et qui ont été destinataires du bouquin. Depuis toujours. Laurent a été le collègue, une fois que j'étais en retraite en 2012, le collègue avec qui j'ai poursuivi le travail d'écriture, avec qui je l'avais comme interlocuteur. Voilà. On était en désaccord surtout sur les aspects politiques, idéologiques, et c'était intéressant que je m'en tienne à un point de vue théorique, pratique, professionnel, qui ne soit pas entaché de questions idéologiques ou politiques. Laurent était attentif aux faits et aux données.
Et pas forcément aux opinions. Alors, sur la question du haut bout, je pense qu'il n'y a pas de bout. C'est un écrit qui nous a mis au travail tous les deux. Et on est encore au travail. C'est-à-dire qu'à chacune de nos rencontres, on continue de creuser. Michel l'a évoqué tout à l'heure, hein, le sujet c'est apprendre, c'est au cœur de l'humanité de chacun d'entre nous, et donc ce sont des questions qui arrivent autour de la liberté, autour de l'égalité, autour de l'émancipation, et ça a été creusé déjà dans l'histoire, hein. Et on est là-dedans, on est au cœur de ça, et donc c'est un puits sans fond. Qu'on n'est pas au bout, mais à un moment donné, on se l'est dit plusieurs fois, il faut s'arrêter. Voilà, l'ouvrage, il faut dire stop, on arrête, quitte à prolonger, à faire d'autres écrits, ce qu'on a parfois entamé. Tout l'intérêt de cet ouvrage, on peut dire que c'est pas un énième livre de pédagogie, c'est qu'il y a un décloisonnement qui est fait dans ce livre. C'est pas juste un livre de sociologie autour de l'école, c'est pas un livre de philosophie, c'est pas un livre de psychologie, c'est pas un livre de psychanalyse. On a essayé de décloisonner, on a essayé de se nourrir de tout ce que pouvaient nous apporter les sciences humaines et d'avoir une approche la plus complète possible des questions qui se posent à l'école, sans être dans un silo disciplinaire. Voilà. En fait, les livres de sciences de l'éducation, ils ne sont jamais à l'endroit où se trouve le bouquin. Ils sont hors la classe et hors l'école. Ils regardent les publics. En général, c'est ça. On va regarder, on va examiner qu'il y a des publics qui réussissent pas à l'école, par exemple. Et on va faire des statistiques sur ces aspects-là. On va découvrir, et redécouvrir encore que les enfants de milieu populaire échouent davantage à l'école que les autres. Les enfants de milieu aisé ou qui ont des parents qui ont fait des études, ils peuvent être aidés à la maison. Donc l'école, on va dire, elle compte sur les parents, et quand les parents peuvent pas aider, c'est entre guillemets foutu pour les enfants. Voilà. Et le livre, il se place dans la classe. Et on va regarder, ou j'ai regardé, et nous avons regardé, qu'est-ce qui se passe pour les élèves en classe? Mais qu'est-ce qu'ils font là? En fait, on est sur la question de qu'est-ce qu'apprendre? Comment ils apprennent? Il y en a beaucoup qui apprennent, et il y en a beaucoup qui n'apprennent pas. Il y en a, par exemple, qui apprennent par cœur. Est-ce que apprendre par cœur, c'est efficace? Est-ce que c'est un vrai apprentissage? Pas sûr. C'est ça. C'est-à-dire les élèves sont en classe, donc il faut répondre aux questions. On voit souvent que les professeurs vont aider les élèves, leur donner des explications, vérifier leurs réponses. Est-ce que ça leur permet d'apprendre? Ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui, face aux questions et aux problèmes donnés par le professeur, se mettent au boulot. Ils se mettent à travailler, ils sont en train de réfléchir. Puis il y en a d'autres qui lèvent la main aussitôt, ou au bout de quelques minutes, lèvent la main et demandent de l'aide. Et le professeur va les aider. Et donc il y aurait dans la classe 2 catégories d'élèves. Moi j'ai nommé les premiers chercheurs fabricants de réponses, et les seconds écouteurs de réponses, demandeurs d'aide. Ce qu'on observe, mais à l'évidence, de manière répétée, c'est que les bons, ce sont les chercheurs fabricants de réponses, et ceux qui n'y arrivent pas et qui n'apprennent pas, finalement, sont les écouteurs de réponses, demandeurs d'aide. Ce qui est surprenant, c'est que ce fait observé de manière systématique n'interroge pas. Comment ça se fait, ça? Peut-être que les écouteurs de réponse, demandeurs d'aide, on imagine qu'ils demandent de l'aide parce qu'ils sont moins capables, entre guillemets, que les autres. Moins intelligents, moins d'aptitudes, moins de connaissances. Mais est-ce qu'on a vérifié qu'ils ne vont pas répéter d'année en année ces comportements-là? Moi, j'ai beaucoup d'élèves dans mes vidéos. Un élève de seconde, il est là, il a décroché complètement. Depuis quand? Il est en seconde, dans un lycée et dans une formation générale. Depuis la 6e. Je comprends rien en maths. Il est dans tous ses cours de maths, sans comprendre. Il écrit, il note, il écoute le prof, il fait ce que le prof demande, mais il n'apprend pas. Parce que du coup, les tables de multiplication que moi je les connais grâce à des méthodes. Par exemple, je compte sur mes doigts, ou ça peut être des petites méthodes. Par exemple, pour la table de 9, je sais que j'ai mes doigts, et donc, par exemple, 8 x 9,
je vais prendre mon 8e doigt, je vais le baisser. Là, j'ai 7, j'ai 2, donc 72. Je sais que du coup, ça fait C'est 72. une technique. C'est une Voilà, technique. c'est une technique. C'est une astuce. Une petite astuce, voilà. Ok. Et par contre, à l'école, on m'a toujours dit, voilà, on donne des tables de multiplication et apprends, quoi. Fais pas chier, apprends par cœur. Ok. On s'en fout si tu comprends pas trop, quoi. Juste Oui. apprends par cœur. Et du coup, il y a plusieurs tables où j'arrive pas. Par exemple, la table de 6, 7, 8. Franchement, elle, j'arrive pas. Et en fait, celle-là, j'ai pas d'astuce. Et en fait, on m'avait jamais dit, je sais pas pourquoi. Ou alors, j'ai jamais compris, ou on m'a jamais dit Oui. que, par exemple, pour la table de 6, comme pour toutes les autres tables, c'était juste, tu fais 6 plus le résultat d'avant. Et ça t'obtient, C'est à chaque fois, par exemple, la table, c'est quand on fait 2 x 6, ça veut dire que c'est un 6 en plus. de Oui, 2 voilà, fois c'est 6. ça. Ouais, c'est ça. Donc, t'es en terminale, Et j'apprends ça maintenant. et donc tu viens de. Je viens de débloquer mon Tu cerveau, viens là. de débloquer ton cerveau. Ouais. Et ça, c'est nouveau. Ça, t'aurais Oui, pas su le et faire juste avant. en mental, pas besoin de calculatrice, Ouais. tout ça. Du coup, j'ai vraiment appris, et c'est pas du par cœur, parce que je sais que je saurais le refaire plus tard. C'est toi, Béatrice? Ouais, parce que du coup, on faisait des maths, il y avait un exercice, elle arrive pas à trouver le truc, enfin le truc qu'elle fait. Du coup, elle fait sur la table de, c'était la table de 6, je crois. Elle fait 6, et en fait, elle rajoute 6 à chaque fois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Du coup, c'est la prof de maths qui m'a expliqué, mais oui, à chaque fois, tu rajoutes. Voilà. C'était très intéressant, n'empêche. Ok, ça Finalement. veut dire qu'à l'école primaire, on aurait pu te permettre d'apprendre ou de comprendre ça. Ouais, en fait, il n'y a pas vraiment de l'apprentissage, c'est plus du par cœur, en fait. Ouais. Donc il y a ces deux catégories d'élèves. Je les ai mesurés depuis le début. Ça commence au cours préparatoire. Au cours préparatoire, le prof va aussi donner des exercices. Là, c'est les apprentissages de la langue. Un peu d'arithmétique, des nombres, les mots, les lettres. Et on va voir une chose, c'est que, il y en a certains qui y arrivent, et d'autres, il va falloir les aider. Tout de suite, il va falloir les aider. C'est-à-dire que si tu vas plus loin dans cette première observation-là, tu vas découvrir une chose, c'est que ceux qui vont en lycée professionnel, en classe de CAP dont parlait Laurent tout à l'heure, ceux-là, c'est tous des écouteurs de réponse demandeurs d'aide du collège. Tous. Par contre, en classe préparatoire, après le baccalauréat, un baccalauréat scientifique, tous sont des chercheurs fabricants de réponses. Et qu'est-ce qu'on observe au bout de quelques mois? Dans la classe de CAP, il y en a qui se sont mis à aller au bout du problème, qui ont fini par trouver la solution. Puis ceux-là se sont réveillés, ils ont eu les yeux qui s'allumaient. Le prof les a regardés, il a vu « Ah, il est pas mauvais celui-là ». Donc il y a certains en CAP qui deviennent des chercheurs fabricants de réponses, et les autres restent écouteurs de réponses, demandeurs d'aide. En classe préparatoire, il se passe le phénomène inverse. Il y en a certains, j'en ai fait l'interview, 2 ans d'avance, Lucas, et il arrive en classe prépa, et là, ça se passe plus. Donc lui aussi, il se met à demander de l'aide, alors que jamais il n'a fait ça, il avait 2 ans d'avance. Jamais il n'avait fait ça. Et donc lui aussi devient, en classe préparatoire, un écouteur de réponse demandeur d'aide, et il va quitter la classe préparatoire. Comment se fait-il que on n'observe pas ce phénomène-là? Ça m'a toujours étonné. Quelque chose d'une évidence pour moi. On peut devenir, quand on est chercheur fabricant de réponses, il suffit qu'on soit placé dans une classe où il n'y a rien que les très bons. Et un certain nombre d'entre eux vont devenir écouteurs de réponses. Et l'inverse se produit. Après la classe de 3e, on rentre en CAP, on rentre en seconde pro. Et il y a des élèves qui, tout à coup, se réveillent et deviennent chercheurs fabricants de réponses. Et certains vont même aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le bac et ils vont passer en BTS ou en DUT, peut-être. Ils vont faire une licence ou une maîtrise. Ils se sont rétablis dans l'apprentissage. Ils ont restauré leur capacité d'apprendre. Alors l'institution fait ça avec les bifurcations et les orientations, mais elle pourrait l'observer autrement. L'institution pourrait se dire, tiens, comment ça se fait ça, qu'on arrive à faire de ces élèves-là des chercheurs, ils n'utilisent pas le terme, des bons élèves. Voilà, pour l'instant, c'est pas fait. Il y a un texte officiel, il est dans le bouquin. C'est la loi Jospin, l'élève au centre. Il est institué qu'il y a des élèves qui ont une activité autonome en classe et d'autres élèves qui ont une activité assistée. Pour qui c'est nécessaire d'avoir une activité assistée, dit-on. Alors j'ai une proposition à faire, qu'on a vécue et qu'on a installée au lycée Tréget, justement.
Au lieu de les assister, on leur donne plus de temps. On construit des situations problèmes qui vont leur permettre de penser et on va leur donner le temps. Je parle de l'élève, il pourrait dire au professeur, mais vous me donnez un problème et après vous me donnez la solution. Pourquoi ? Vous me donnez le problème et puis après moi je me débrouille pour vous donner la réponse, comme les bons élèves. Mais dans ce cas-là, donnez-moi le temps. Ce qui se passe au cours préparatoire, c'est que les élèves ont été aidés, l'enseignant est persuadé que ces élèves ne sont pas capables, mais en réalité, il pourrait se dire « je vais leur donner plus de temps ». Il y a les professeurs qui font ça. Hein. Mais ça, donner plus de temps aux élèves, c'est une transformation radicale de l'école en réalité. Parce que le programme, les évaluations, ça met en cause beaucoup de choses. Est-ce que l'enseignant peut faire ça tout seul ? Ça voudra dire que c'est l'objet du dernier chapitre d'ailleurs. Pour installer tout le monde dans cette activité d'apprendre, là, quelle transformation ! C'est à la fois pas compliqué, puisqu'il faut arrêter de penser qu'il y en a qui sont pas capables. J'ai commencé à réfléchir, moi, dans un mouvement pédagogique qui s'appelle le GFEN, dont la devise est « tous capables d'apprendre ». Je n'ai fait que mettre ça en place. Donc j'ai découvert avec d'autres ce que j'ai installé, moi. Je me suis dit, bah oui. Fin du premier épisode d'une série de 5, un podcast autour du livre Secret d'école. Michel Breut, l'auteur, et Laurent Laprie, professeur, nous parlerons dans le deuxième épisode de l'éducation par l'activité assistée et de l'évolution de la politique scolaire depuis les années 80. Secret d'école, un podcast réalisé par Jean-Christophe Cabu et l'association Sédition.fr. Musique d'Alexandre Berne. Secret d'école est un livre de Michel Breut, édité chez L'Harmattan dans la collection Enfance, Éducation et Société, à commander chez votre libraire ou sur le site édition-harmattan.fr.